bonjour à tous et merci en tout cas pour votre participation à ce nouveau webinaire d'InfoRisque et bienvenue donc pour ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors aujourd'hui, nous allons voir une chose qui était vraiment passionnante, qui est parce que face au risque, face aux enjeux croissants de la formation et habilitation électrique, comment s'assurer que vos collaborateurs soient formés rapidement et efficacement? Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir donc Fabrice Pajdek, qui est expert en formation liée à l'électricité au sein de Socotec, et Jean-François Vérité, qui est chef de projet et expert à Bilec. Alors, Jean-François Vérité travaille au sein de la société donc 2J-Process et 2J-Process qui se distingue en tant que concepteur et éditeur de ressources ludopédagogiques innovantes pour les entreprises et les établissements d'enseignement technologique et organismes de formation. Et sa mission est d'accompagner les organisations dans leur démarche proactive de prévention santé et sécurité au travail. Et 2J-Process assiste ses clients dès la conception et jusqu'au déploiement de projets sur mesure, en mettant à disposition des ressources clés en main, le tout dans le but ultime de prévenir les risques professionnels. Alors, nous voici 45 minutes ensemble avec, pour rappel, 30 minutes d'intervention de nos invités et ensuite 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on a quand même fait une chose, c'est vous préparer un programme très complet. D'abord, nous allons voir la notion effectivement de tout ce qui concerne les habilitations électriques. Important, la norme NFC 18510 et les amendements A1 et A2, puisque le A2 vient de sortir en juillet 2023. La formation innovante, bah ça c'est la surprise aussi qui vous attend. Et la solution de J-Process avec beaucoup d'innovation et de nouveautés. Bon, on verra après pour aller quelques éléments pour aller plus loin, pour rentrer finalement dans le détail de vos besoins. Et nous prendrons place effectivement après place pour vos questions en fin de webinaire. Alors, une chose est importante, comment les organismes de formation utilisent ces nouvelles technologies de formation. Rentrons dans le vif du sujet. Jean-François, à vous. Les habilitations électriques. Là, je vais plutôt laisser la main à Fabrice sur qu'est-ce que l'habilitation électrique, pourquoi, pour qui et par qui. Et je prendrai la discussion après. Alors, j'ai pris quand même une chose, c'est que j'ai été un peu vite dans ma présentation. Vous voyez, pourtant, c'est quand même pas le premier qu'on fait avec nos invités. Et pourtant, j'ai oublié de vous saluer quand même, de dire Jean-François quand même bonjour et Fabrice, bonjour. Bonjour François. Voilà. Bonjour François. Allez, alors, Fabrice, à vous, l'habilitation électrique, le professionnel à la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, l'habilitation électrique, c'est quoi? C'est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne placée sous son autorité à opérer en sécurité vis-à-vis du risque électrique. Donc, c'est l'employeur qui a cette reconnaissance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a la charge d'assurer la santé et la sécurité de son personnel et il doit mettre toutes les mesures de prévention en œuvre afin de limiter le risque. Donc, aujourd'hui, on va bien parler du risque électrique. Parmi tous les risques existants, les grandes familles de risques étant le danger mécanique, le danger électrique, tout ce qui est lié à l'incendie et à l'explosion et le risque chimique. Donc, nous allons parler du risque électrique et de l'habilitation. L'habilitation pour qui donc? Eh bien, l'habilitation pour toute personne qui va opérer sur les installations électriques ou au voisinage de celles-ci, qu'il soit électricien ou non électricien, toute personne qui va être confrontée au danger, le danger électrique étant caractérisé par toutes les petites pièces nues qu'on va pouvoir rencontrer et qui sont sous tension. Donc, la formation habilitation électrique peut être dispensée par toute personne qui a une connaissance approfondie de la norme, puisqu'on va travailler sur une norme, c'est la C18510, et qui a fait l'objet aussi de deux amendements, un de février 2020 et un tout récent de juillet 2023.
Donc, Fabrice, peut-être une question, puisque que vous parliez de pour qui. Est-ce que peut-être en 2 mots, est-ce que c'est uniquement pour des électriciens ou est-ce que c'est aussi pour, je dirais, d'autres personnes qui travaillent dans l'entreprise? alors, pour tous les électriciens, bien sûr, toute personne qui va pouvoir opérer sur l'installation électrique, ça va du remplacement d'une simple prise au mesurage, aux vérifications de fonctionnement, tout ce qui concourt, je dirais, à l'exploitation du réseau électrique, mais aussi toutes les personnes qui vont être amenées à opérer pour des opérations d'ordre non électrique à proximité des installations électriques qui pourraient devenir dangereuses pour eux. Et le danger, c'est tout simplement parce qu'il existe encore certains locaux qui sont d'ailleurs d'accès réservé aux électriciens, où on va pouvoir avoir des parties d'installation qui vont être directement accessibles au toucher, hein, qui ne présentent pas un niveau de protection suffisant. Et quand on va, par exemple, ne serait-ce que peindre à proximité de ces installations, si on n'a pas la connaissance du danger et des prescriptions à assurer pour s'en protéger, eh bien, on peut rapidement aller à l'accident et toute atteinte à l'intégrité physique, le dommage de la personne, c'est toujours, je dirais, embêtant, entre guillemets, ça fait toujours un peu désordre dans les entreprises. Il y a le côté humain et forcément, dans l'organisation du travail, un accident, c'est jamais trop payant. Voilà. Donc, toute personne qui est confrontée au danger l'employeur doit s'assurer qu'il connaisse, je dirais, ces dangers et qu'il ait les moyens de s'en protéger. Donc, on s'est organisé vis-à-vis des prescriptions de sécurité entre les différents acteurs, hein, des entreprises qui œuvrent dans le domaine au niveau de la norme pour avoir des prescriptions qui sont bien établies et qui vont permettre de former les gens dans de bonnes conditions, hein, parce que toutes les règles sont écrites, hein, finalement, puisque la norme, elle est rendue d'application obligatoire. Hein. Jusqu'à l'arrêté du 26 avril 2012, on avait le guide du TE C18-510 qui avait été introduit par un décret qui parlait de la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Et dans ce guide, on y retrouvait donc toutes les règles de l'art. Et elle était, disons, l'ancêtre de la norme était d'application volontaire, hein, puisque les employeurs ont bien vite compris qu'il fallait assurer la santé et la sécurité de leurs salariés et que c'est comme ça qu'on avançait, quoi. Voilà. L'accident est toujours dommageable pour la personne déjà et pour l'entreprise en général. Donc, la formation peut être dispensée par toute personne qui a une connaissance approfondie de ces normes et est capable de s'organiser de manière à s'assurer que eh bien, les apprenants vont acquérir les savoirs et les savoir-faire qui vont leur permettre d'opérer en toute sécurité. Okay, ça veut dire que quelque part, si j'ai bien compris, cette norme NFC 18510, avec ces deux amendements ou mises à jour, on va dire, ça veut dire que de toute manière, elles définissent aussi le niveau d'habilitation et éventuellement qui est concerné par la norme, enfin est concerné par cette habilitation. Voilà, chaque salarié concerné va être formé dans la limite de ses besoins. Par exemple, un non-électricien n'aura pas du tout les mêmes besoins en formation qu'un électricien. Et c'est donc pour ça qu'il a été introduit différents niveaux d'habilitation dans cette norme, que ce soit en basse tension ou en haute tension, et qu'on peut aussi, selon les tâches confiées par l'employeur, cumuler différents niveaux qui vont nous permettre, eh bien, l'employeur n'étant pas avare de nous je dirais, octroyer de nouvelles tâches, de toujours avoir une adéquation entre les opérations à effectuer et le niveau d'habilitation qui devra être toujours visé une fois par an pour qu'on soit bien, je dirais, au fait des dernières opérations que le salarié doit réaliser et que le niveau soit bien en correspondance. Donc, on Alors vise peut-être le pour niveau finir une cet fois par an. aspect,
Alors peut-être pour finir un peu cet aspect normatif, peut-être deux mots, mais vraiment deux. L'amendement A2 de juillet 2023, il évoque quoi? Alors, en clair et en deux mots, l'amendement A2 va renforcer certaines prescriptions, notamment pour le chargé d'intervention. Donc, il va préciser certaines limites pour le chargé d'intervention, qui est, je dirais, la personne chez les électriciens qui va être amenée à opérer en présence de tension et qui, malheureusement, va pouvoir, je dirais, de temps en temps, trouver ses limites. Et il fait le lien, je dirais, entre les travaux qui sont toujours réalisés en priorité hors tension et les travaux sous tension qui sont une dérogation. Le BR étant le chargé d'intervention générale, il est capable d'opérer, je dirais, dans des phases d'entretien dépannage avec présence de tension. On joue un petit peu sur les mots, mais il ne travaille pas sous tension. Il a tout un tas d'opérations qu'il peut réaliser en présence de tension, des mesurages, des vérifications, des connexions, déconnexions avec des limites sur les sections des conducteurs et les caractéristiques physiques des installations, de manière à ce qu'ils soient en gros protégés du risque de court-circuit, sans parler de travaux sous tension. Et donc, on a redéfini un petit peu ces limites, notamment sur les opérations sur les batteries, parce que tout le monde comprend bien que sur les batteries d'accumulateurs, c'est pas possible de les mettre hors tension. Donc, on a limité un petit peu les opérations d'entretien dépannage sur les batteries selon les capacités des batteries en ampères et selon les tensions qu'elles délivrent, pour dire, à partir d'un certain seuil, on sera plutôt sur des travaux sous tension en batterie stationnaire et ça ne rentrera plus dans les prérogatives du BR. Alors, on va renvoyer nos chers auditeurs présents à cette norme NFC 18510, de replonger dedans quand même, parce qu'effectivement, c'était essentiel. Après, je suis obligé de faire un peu vite, Fabrice, parce que le programme est très chargé. Et puis, je dois dire aussi à nos auditeurs que Fabrice va être obligé de nous abandonner parce qu'il avait aussi voilà, une urgence de son côté. En tout cas, merci pour cet éclairage normatif. Merci Alors, Fabrice. tout de suite, on avance et puis on va aller dans cette formation innovante. Jean-François, alors, pour mettre en œuvre tout ça. Alors, on va parler de formation innovante. Alors, je vais faire un dernier petit aparté sur la réglementation. Il faut savoir que la réglementation pour l'habitation électrique se passe en formation en deux étapes. Une où c'est de la partie théorique et l'autre où c'est de la partie pratique. Donc, il y a les deux aspects. Là, en termes de formation innovante, je vais plus m'attarder sur la partie théorique et on verra si on a le temps à la fin de parler un petit peu de la partie pratique suivant le temps qui nous restera. En termes de formation innovante, on va s'appuyer sur de l'e-learning maintenant. Alors, pourquoi de l'e-learning? C'est quelque chose qui est souvent maintenant connu de tout le monde. Et il n'y a plus d'innovation quand on parle d'e-learning, alors que ce n'est pas le cas, on peut aller très loin. Déjà, en termes d'acquisition de connaissances. Pour avoir une idée, en salle de formation, pour acquérir quelques notions, on va mettre à peu près 120 minutes. C'est un exemple pour une durée. Pour acquérir ces mêmes compétences en e-learning, on peut le faire en 45 minutes. Donc, on va être très efficient, beaucoup plus efficient en e-learning que pour de l'apprentissage traditionnel en salle de formation. Je parle théorie, hein, pas pratique. Et même la réalité virtuelle peut aller encore un peu plus vite, mais là, on est vraiment sur de la pratique pour la réalité virtuelle. On verra à la fin si on a le temps d'en parler. Donc, on peut gagner et être efficient avec de l'e-learning. Mais dans les habilitations électriques, il y a un niveau plus complexe en termes de formation. Alors, j'ai 3 points à vous mettre en avant pour comprendre la complexité de donner une bonne formation adaptée à l'apprenant lui-même, pas à son voisin, pas à l'autre, à celui qui va apprendre devant vous. La première, c'est le choix des titres d'habilitation ou des indices d'habilitation. Chez nous, à DigiProcess, on a un peu moins de 30 titres qu'on gère. Ça fait déjà pas mal de titres.
Si j'ai un titre, j'ai 30 possibilités, grosso modo, d'avoir des formations différentes. Si j'en ai 2, j'ai 30 fois 29 titres, c'est les équations de maths, fois 28 si on en rajoute un troisième. Ça met une complexité absolue pour faire une formation spécifique à vous, apprenant. Donc, le fait d'avoir un outil qui, en e-learning, va s'adapter à chaque titre ou à ensemble de titres que vous allez avoir, permet d'avoir une formation la plus fine possible. On ne va pas écouter des infos qui ne nous correspondent pas, ou en tout cas, en tant qu'apprenant, on va oublier, on ne va pas écouter si c'est quelque chose qui ne nous touche pas. Donc, c'est là où il y a de l'innovation, c'est dans la complexité de montrer un cours adapté exactement aux besoins. Le deuxième point, c'est le tronc commun. Dans les habitations électriques, on a un tronc commun. Que ce soit pour le travail d'ordre électrique, on va résumer ça par les électriciens, ou un travail d'ordre non électrique, et là, on va résumer ça par des non-électriciens. C'est un peu plus complexe, mais c'est plus simple à expliquer comme ça. Donc, du coup, ça rajoute une nouvelle case en plus de complexité pour créer le cours. Et le dernier, c'est les phases initiales et recyclage. La loi demande à ce que vous ayez une formation initiale quand vous n'êtes pas encore habilité et que vous rentrez dans l'entreprise. Et elle demande à ce que vous soyez recyclé. Alors, une préconisation est faite tous les 3 ans. Donc, grosso modo, tous les 3 ans, il faut être recyclé. Donc, ça donne encore une nouvelle façon de donner le cours. Donc, mélanger tout ça et donner un cours en présentiel à des apprenants, ça devient excessivement complexe. Et souvent, ce qui est fait, c'est qu'on fait un cours général sur tout, même sur des notions que certains apprenants n'ont pas à connaître, et on perd du temps et de l'efficience, donc de l'efficacité sur tout ça. Si je continue sur la partie innovation, il ne faut pas que ça soit que le côté apprenant, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, évidemment, mais il faut aussi qu'on puisse avoir un pilotage fin à ce niveau-là. En termes de formation, François, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le pilotage de la formation est, je ne vais pas dire quelque chose comment ça s'appelle, d'actuel, ça a toujours été le cas, mais on met vraiment le point de plus en plus dessus. Oui, et puis surtout que la partie électrique, parce qu'on touche quand même la partie risque professionnel, ça veut dire de toute manière, et encore une fois, électricien ou non électricien, etc. Donc tout le monde doit l'avoir pour en tout cas que l'entreprise soit couverte en cas de, malheureusement, en cas d'accident, pour avoir quand même, pouvoir justifier effectivement d'avoir formé le personnel de manière adéquate. Alors exactement, il y a le côté législatif pour l'entreprise, et puis en premier, le côté humain. Faut pas. Il y a un côté Clairement. où l'entreprise se protège, mais le premier, c'est l'humain, et il faut pas que l'humain, faut qu'à la fin de la journée, on rentre à la maison dans le même état où on a commencé le travail. Donc, du coup, en termes de pilotage de l'e-learning, ça permet d'avoir un pilotage fin. Déjà pour l'employeur, c'est important pour l'employeur de savoir où on est ces apprenants. Alors, ces apprenants, ces salariés qui sont des apprenants pour le coup. Oui, et puis avec tous les Leur niveaux. LMS avec un outil learning qui est adapté dessus, ou d'avoir la LMS dans le centre de formation, ou avoir la LMS de 2J Process. Le but, c'est le même, c'est de pouvoir manager parfaitement et savoir où en est sa formation. Le deuxième pilotage qui est très intéressant, c'est aussi pour le formateur, qui soit interne à une entreprise, donc pour les salariés de celle-ci, ça arrive, ou externe, le cadre de formation, de société de formation, comme c'était le cas avec Fabrice tout à l'heure. Le but, c'est que ce formateur puisse piloter très bien sa formation. Donc, il va pouvoir vérifier tout ce qui s'est passé préalablement avec l'apprenant, alors, je pense que vous le voyez, là, on a une question qui a été répondue fausse par un apprenant. Il peut savoir quelle est la question qui a été répondue fausse par l'apprenant, quelle était la notion sur laquelle il a buté, et éventuellement adapter sa partie pratique à lui pour corriger le tir si besoin. Donc, on a un pilotage qui est excessivement fin avec ce genre de formation innovante. Ça, c'est essentiel. Ça, Parce c'est que une vous étiez, question. en plus, parce que vous occupez en plus des organismes, enfin, c'est des solutions que vous avez aussi pour des techniques, enfin, pour les organismes de formation, mais également pour la partie enseignement. Vous avez une partie également qui concerne l'enseignement, je crois. Exactement. On le verra un tout petit peu plus loin où je vous montrerai les différents outils qu'on a pour les différents besoins, puisqu'on a tous des besoins différents. Après, là, on va finaliser sur la partie centre de formation, sur comment c'est utilisé en général ce genre de nouvelles technologies. Alors, il y a 2 méthodologies qui reviennent souvent. La première, c'est du distanciel pur et dur.
C'est-à-dire que l'apprenant, étant donné que c'est de l'e-learning, il peut se connecter d'où il le souhaite, que ça soit chez lui en télétravail, que ça soit à son bureau s'il en a un avec un ordinateur connecté, une salle informatique. Il peut se connecter de n'importe où et il fera sa formation de l'endroit d'où il souhaite. Et par la suite, il rentrera dans une session de formation pratique pour finaliser cette formation. Ça, c'est la première méthodologie qu'on trouve souvent. La deuxième méthodologie, c'est, alors je ne vais pas dire à l'ancienne, c'est-à-dire être en présentiel, mais c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'on va prendre les apprenants en présentiel, par exemple le matin, on va les mettre sur l'outil où ils vont se connecter individuellement avec leur propre identifiant et mot de passe, et ils vont pouvoir faire leur formation le matin. Le formateur, des fois, interviendra à l'intérieur de cette formation-là pour y mettre les plus-values de son expertise, puisqu'un formateur, en général, il a vécu, il a connu, et il peut donner des exemples qui sont marquants. Donc ça, c'est la deuxième méthodologie qui permet d'utiliser les cours en e-learning pour la partie théorique. Okay. Je suis en train de me perdre, je suis désolé. Là, on est bien. Non, mais J'essaie là, de on est. retrouver. C'était le comment. Oui. On est du coup, on arrive à la solution de 2J. On y est. Okay. Voilà. On y est, Jean-François. Donc, du coup, oui. je vais Parce que pouvoir. maintenant qu'il se connecte avec un login mot de passe, il se connecte à quelque chose. Il se connecte à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Abilec. Abilec est devenu une marque de 2J Process à part entière parce qu'on a beaucoup d'outils qui vont être déclinés autour de ça, suivant les besoins. Et on va voir que les besoins sont nombreux. On en a au moins 5 qui sont à l'écran. La première, c'est la formation initiale. Alors, la formation initiale, c'est le fait de commencer de faire la plus grosse formation pour être habilité. Donc, on va y voir toutes les notions dont on a besoin. Alors, je vais le dire qu'une seule fois parce que sinon, je vais me répéter à chaque fois. Abilec permet de sélectionner le ou les titres dont l'apprenant, sa propre personne, a besoin. Donc, du coup, ça va être un cours qui va être spécifique rien que pour lui. Donc, la formation initiale, pour avoir une ordre d'idée de grandeur, c'est comme des grosses formations, ça dure entre 3 et 4 heures pour un non-électricien, de travaux d'ordre non électrique. Et ça peut aller jusqu'à 7 à 8 heures pour un électricien, donc des travaux d'ordre électrique. C'est beaucoup moins long, si on se rappelle du début du webinar, on a un coef de 120 minutes pour 45 minutes, on le retrouve à ce niveau-là. On a une formation initiale, je dirais même 2 formations, recyclage. On a 2 formations en recyclage. Une où c'est de la formation traditionnelle, du cours et du quiz à la fin. Donc, on est sur 70% à peu près de la durée de l'initiale. On a tranché 30% de choses qui sont très simples parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait une formation initiale et on ne va pas lui montrer des choses trop simples. On va passer son temps sur des choses plus complexes qui sont importantes. Donc ça, c'est le premier recyclage qu'on propose. On en propose un deuxième. Oui, surtout que le recyclage, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que de toute manière, il y a une obligation tous les 3 ans. C'est ça. Alors, c'est alors, plus exactement, c'est une recommandation. C'est écrit recommandation dans la norme. Peu de professionnels vont s'amuser à dépasser la recommandation de la norme parce qu'il faudra dire pourquoi on l'a dépassé si on a eu un accident. Dans les faits, on ne dépasse jamais 3 ans. Donc oui, tous les 3 ans, on va dire, il y a un recyclage. Et donc, on a une formation pour ça. Et on a une formation qui est encore plus adaptive que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les titres et qu'on montre à l'apprenant que ce qu'il veut. Et c'est sûrement un des recyclages qu'on vend le plus chez nous, qui a son petit nom de recyclage 2, mais qui est vraiment d'adaptive learning. C'est-à-dire qu'on va commencer par un quiz, excusez-moi. Ce quiz va porter sur des notions. Si la personne, l'habilité, ce qui est déjà habilité, répond tout juste, est-ce qu'on va passer du temps à le reformer et à lui redonner un cours sur quelque chose qu'il connaît? C'est contre-productif. Et lui ne va pas écouter parce qu'il n'a pas l'impression d'en avoir le besoin. Donc, on va s'arrêter là. S'il fait une erreur, ou 2 ou 3 erreurs sur des notions, Abilec va trouver la notion sur laquelle il a buté. Par exemple, les distances, à des LVR, pour exemple. Et on va lui mettre juste après ce cours-là, ce quiz-là, un cours spécifique sur la notion sur laquelle il a buté. Donc, en termes de pédagogie, on va être top dans le sens où l'apprenant va accepter de voir un cours, parce que souvent, ils les subissent, malheureusement. Il va l'accepter parce qu'il sait qu'il a buté dessus. Donc là, pédagogiquement, on est mieux. Et à la fin de ce cours, on va avoir un quiz qui va s'auto-générer en fonction de cette notion-là. Potentiellement, ce n'est pas exactement le même quiz sur lequel il a buté, mais ça va être sur exactement la même notion.
pour qu'on soit sûr qu'il ait compris ce qu'on lui a dit. Donc, ce cours-là, en moyenne, on va être entre 1 heure et 1 heure 30 de recyclage, ce qui fait une grosse différence avec les 70% de l'initial qui représente, allez, on va dire 5 heures à peu près de cours. Donc, on gagne énormément et en efficacité et en durée et en efficacité pédagogique. Donc ça, c'est un de nos gros outils. C'est pour ça que je passe un peu plus de temps à en parler, où on sait que nos clients plébiscitent celui-là parce que tout le monde s'y retrouve en termes de formation. Je vais aller un peu plus vite. On a un kit du formateur qui est là pour des formateurs qui sont individuels, qui vont utiliser la base pédagogique pour animer des cours. Donc, ils peuvent créer, suivant les indices qu'ils veulent, rajouter, enlever des pages, mettre des documents en plus dedans. C'est un petit peu la façon des formateurs pour pouvoir rapidement donner une formation pertinente sur un sujet. On a ce que vous disiez, François, à l'instant, on a l'enseignement technologique, où là, on est plus côté professeur-élève. Donc, c'est la même logique que le kit du formateur. C'est un enseignant qui va gérer les cours, les quiz et les élèves qui vont acquérir les compétences et être notés en fonction de ça. Et pour le dernier point, on a un outil sur l'évaluation qui a quelque chose qui est assez peu connu dans le métier. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Autant le recyclage tous les 3 ans, pour tout le monde, c'est une obligation, alors que c'est une prescription. L'évaluation est une obligation légale. Donc, en fait, tous les ans, le chef d'entreprise doit évaluer ses habilités, ce qui est relativement complexe. Donc, pour ce faire, on a fait un quiz qui va être en fonction des titres, comme ce que je disais tout à l'heure, et qui a à faire à l'année N+1. Donc, on reprend le cycle de formation. On commence par l'initial. Après, vous avez l'année N+1, évaluation. N+2, évaluation. N+3, en recyclage. N+4, et là, je déborde sur ma page, on revient sur de l'évaluation. Évidemment, tous ces outils, sauf la partie kit du formateur, vous avez les attestations de passage, les suivis, qui a fait quoi, quand, pour que tout ça ait une traçabilité, comme ce que vous disiez, François. Malheureusement, s'il y a un accident, il faut pouvoir prouver qu'on a formé correctement son personnel. Et pareil pour le personnel, il faut qu'il ait une formation qui soit pertinente pour que lui-même ne soit pas en face de risque qu'il ne connaît pas. Pas de temps, il n'y a pas de perte de temps et de redite. Ouais. Exactement. Alors, on va aller vite sur quelques chiffres parce que là, on s'approche de la fin. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous laisse lire les chiffres à l'écran, mais Abilec est un outil qui est assez gros. Évidemment, on ne voit pas toutes les pages. Mais voilà, il y a beaucoup de choses dans Abilec. Il y a beaucoup d'apprenants par an sur Abilec. Donc, c'est pour montrer que c'est un outil majeur dans le milieu. Je passe sur les nouveautés d'Abilec. Abilec évolue constamment. Maintenant, on marque juste Abilec puisqu'on a beaucoup eu de versions. Là, on passe sur la version 8 pour ceux qui sont habitués à cet outil-là. Qu'est-ce qui est neuf sur Abilec et pourquoi le prendre maintenant ? Déjà, son moteur. On a refait toute la programmation d'Abilec pour que ce soit plus réactif pour l'apprenant, pour que ce soit qu'il y ait une continuité pédagogique. Certains doivent se souvenir de Flash et de cette technologie qui s'est arrêtée du jour au lendemain. Donc, pour nous, il faut que notre client n'ait jamais d'arrêt de technologie. Donc, il y a un nouveau moteur. La partie scénario, ça paraît important. Le scénario a toujours plu en termes de pédagogie. Donc, on n'a pas repris sa logique pédagogique. On a réécrit en fonction de la loi et de l'évolution de celle-ci. Donc, on l'a coécrit avec une personne qui siège à l'U21. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'U21, c'est ceux qui rédigent la loi, tout simplement, sur cette partie-là. Après, elle est mise en lecture avec le ministère du Travail et tout derrière, mais ceux qui l'écrivent au départ, c'est l'U21. Donc voilà, c'est coécrit avec une personne qui siège à l'U21 et on a amélioré pas mal de pédagogie dedans. Le contenu de la formation est encore plus affiné parce que, je vous en ai parlé tout à l'heure, le but est que l'apprenant ne voit que ce qui est intéressant pour lui. C'est encore plus le cas avec Abilec 8. On a des nouvelles questions, on a toutes les questions historiques qui ont été réécrites pour qu'on soit le plus pertinent possible dans la partie évaluation. Donc, c'est important. Évidemment, il y a 600 questions, l'apprenant ne verra pas les 600 questions. Mais c'est un creuset de questions sur lesquelles on va les piocher par rapport au titre et en fonction de l'apprenant. On passe par une refonte visuelle, pas que de l'interface. On a revu toutes les photos, toutes les illustrations, tous les graphiques, les vidéos pour qu'on ait un outil qui soit complètement à jour, qui soit complètement conforme, parce qu'au fur et à mesure des années, il y a des choses qui évoluent. On a rajouté, qui n'est pas marqué là, un présentateur virtuel qui va animer la formation à l'intérieur de celle-ci. Et pour finir, la partie réglementaire qui paraît obligatoire. Ça paraît l'intégration de la spécificité A2. Oui.
Exactement. Il y a le A2 Mm. qui est intégré à Abilec. Ce qui fait qu'Abilec 8, donc Abilec, est sûrement, et je dirais même, c'est le meilleur Abilec que nous ayons jamais créé. Donc, on est très fiers de vous le présenter là. En tout cas, comment il fonctionne. Et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous, on apprécie à le créer. Mais c'est pour ça aussi qu'on avait plaisir à vous recevoir. Je vous remercie, François. Oui, c'est vrai que c'est un gros travail, hein. Il faut savoir que chez nous, c'est un de nos gros outils et qu'on a tendance à le bichonner. On arrive au terme des 30 minutes. Mm. Est-ce que François, on peut déborder Si légèrement on pour fait, voir allez, d'autres. on va, parce que là, il y a des choses que sur lesquelles vous avez travaillé, il faut en parler quand même. Il faut en parler. Allez, allons-y. Allez, on va vite. Euh, pour aller plus loin, il y a le carnet de prescription. Alors, il faut savoir que c'est une partie réglementaire qu'on ne connaît pas forcément tous, mais à la fin d'une formation, on doit donner un carnet de prescription sur les habitations électriques à ces salariés qui vont être habilités. Nous, on va plus loin que du simple papier. On met des petits QR codes à l'intérieur de ce document-là, à certaines notions, qui peuvent être scannés avec un téléphone pour avoir des vidéos qui vont aller encore plus loin que ce que le livret en lui-même, le carnet lui-même va donner. Donc, c'est quelque chose qui est déjà obligatoire à donner à ses apprenants pour le chef d'entreprise, mais aussi qui va plus loin qu'un simple papier. On va aller vite sur ce slide-là qui est sur la partie simulation VR, mais vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on est actif, on a une compréhension qui est plus grande. Évidemment, le simulateur, c'est une activité pratique. Donc, du coup, je vais vous en présenter Ce que j'avais 3. suivi, si j'ai bien Ouais. suivi tout à l'heure, vous divisez pratiquement par deux, finalement, le temps de formation, enfin, en tout cas, en termes d'acquisition, en tout cas, pour le Pour prenant. la partie théorique, oui. Mm. Alors, pour la partie pratique, justement, parce que ça peut être une question que vous amenez, François, en le sous-entendant, est-ce qu'on pourrait faire de la partie pratique avec des outils en réalité virtuelle? Alors là, je vais couper peut-être l'herbe sous le pied à plein de monde. Non, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Il faut avoir une formation pratique, présentielle. Par contre, en pratique, on sait qu'en général, dans une salle de formation, on va prendre la moitié des élèves et on va les mettre dans la partie pratique. Et pendant ce temps-là, souvent, l'autre moitié se trouve un peu à se tourner les pouces. Donc, il y a une espèce de temps mort pendant la formation à certains moments. On a certains de nos clients qui utilisent ce temps mort-là pour avoir un avantage concurrentiel d'utiliser d'autres outils pour faire une autre façon de prévention et d'expérience professionnelle. C'est le cas des simulations en VR. Parce qu'en réalité, je pense que François, vous allez me l'accorder, on va peut-être pas mettre de la haute tension ou des tensions dangereuses dans les circuits pour les apprenants. S'ils font une erreur, elle va coûter cher. Le Donc, but en n'est pas de général, on tuer enlève. l'apprenant. Le but n'est pas de tuer l'apprenant tout de Voilà. suite. Ok. On apprend de ses erreurs, mais cette erreur, elle peut coûter très cher malheureusement. En réalité virtuelle, on peut aller jusqu'à l'erreur de l'apprenant. Alors pour faire, je vous dis pas tout, mais en faisant vibrer les manettes, en mettant du son, en mettant des images spécifiques, on va pouvoir faire croire à l'apprenant avec son casque qu'il vit réellement la situation. Et quand vous avez été confronté à l'accident, en général, vous le mémorisez bien mieux. Et évidemment, tout ça est aussi visible sur des écrans dissociés du casque de l'apprenant. Donc on peut faire même réagir une salle avec l'expérience d'une personne qui va vivre la simulation. Pour finir, on a des recherches de risque. Là, c'est plus de l'appétence au risque électrique, où on incarne une personne qui va être inspectrice d'un chantier et on va aller essayer de dénicher tous les risques qu'on va trouver dans un endroit. Donc du coup, voilà, je voulais pas aller trop loin, j'ai dépassé de 3 minutes, mais c'est pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut trouver des outils innovants, d'autant plus que la VR, faut être franc, il y a un côté super appétant. C'est-à-dire qu'on voit un casque qui est posé, on sait qu'on va être formé, on voit le casque et on a envie d'eux en tant qu'apprenant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis dans les habitations électriques, parce que c'est un sujet qu'on voit tous les 3 ans et au bout d'un moment, il y a une espèce de lassitude. Donc, quand on a des outils neufs, eh ben, ça donne envie aux gens. Et quand on donne envie aux gens, ben, ils vont plus accepter d'être formés, de connaître mieux le risque. Alors, tout de suite, il y a une chose Voilà. aussi. 4 minutes. Oui, alors c'est bien, on est à peu près dans le timing, mais bon, ce qui est important, c'est qu'on aille quand même au bout, parce que c'est quand même une chose essentielle. Et ce que je voudrais rappeler à tous, c'est que vous avez un bandeau jaune qui a dû s'afficher en haut de votre écran. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi sur Abilec,
sur la solution Abilec comme ça, n'hésitez pas, vous cliquez dessus, vous avez un lien et vous allez pouvoir, j'irai rentrer, avoir plus, voilà, accès à plus de détails et puis à justement pouvoir contacter aussi Jean-François si nécessaire pour l'ensemble. Alors, tout de suite, on file parce qu'il y a des questions, parce qu'on les a vues arriver nombreuses. Pour rappel, de toute manière, vous avez un petit champ en bas à droite de votre écran. Surtout, vous cliquez sur sur le petit pictogramme point d'interrogation si vous voulez poser votre question. Voilà. Alors, une question de Laurent. Comment traiter le cas des Alors, personnes non électriciens intervenant à proximité des installations avec protection? alors, en termes de réglementaire, il y a une distance qui est à prendre en compte. Donc, si une installation n'a pas d'accès pour un non-électricien, donc enfin non-électricien, on va même dire non habilité, il n'y a pas de risque parce que la protection, alors je parle d'installation qui va être fermée. Typiquement, les installations qu'on voit dans les rues où c'est marqué attention danger électrique, on peut passer à côté, il n'y a aucun risque alors que nous-mêmes, on est des passants. À l'inverse, si le personnel non électricien doit rentrer dans ces installations électriques, à ce moment-là, ils doivent être formés. Alors, ils ne sont pas formés comme des électriciens. La formation, c'est pas à devenir électricien, c'est pas du tout ça. Les habitations électriques, c'est à travailler dans une zone où il y a un danger électrique, en connaissant les risques qui sont inhérents à son activité. Je prends un exemple de quelqu'un qui va nettoyer un poste électrique. Ça arrive. C'est pas forcément des électriciens, ça va être des gens du nettoyage. Mais ils doivent être habilités avec du B0, en l'occurrence pour la basse tension, ou du H0, H0V pour la haute tension. Et ça leur permet de savoir jusqu'où ils peuvent aller, de savoir ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. En fait, c'est les droits et les devoirs, ni plus ni moins, pour leur activité en particulier. Donc, un non-électricien peut être habilité à travailler en zone où il y a du voisinage électrique. Alors, Question suivante. question suivante, Gavin. Alors, une question de Gilles. Question, je n'arrive pas à trouver d'organisme pour le recyclage de mon habilitation B2 et H2 lié à mon métier de formateur référent de l'habilitation électrique de centre de formation. Avez-vous la liste d'organismes à me proposer? Je pense que Gilles, Alors, là, pas là tout de suite, parce que ça voudrait dire que je fais comment ça s'appelle, des préférences entre mes différents clients et je ne peux pas le faire. Ils sont tous bien, ils sont tous, des fois ils ont des zones géographiques différentes. Gilles, on garde la question et puis on vous y répond par email. voilà, ok. Alors, Sakura, comment compléter la formation avec la partie pratique en présentiel afin de répondre à la norme pour le personnel électricien et la durée? Alors, je dirais qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez des personnels sachants chez vous et c'est lui qui va gérer ça. Et le fait qu'il soit sachant, il pourra mettre ça en place de façon professionnelle. Soit c'est pas le cas. Si vous n'avez pas de personnel qui ont les capacités de le faire en interne, il faut s'appuyer sur un formateur, un centre de formation. Il faut s'appuyer sur 2J Process également, puisque même si nous ne sommes pas un centre de formation où nous on crée les outils, ben on a des connaissances, on sait ceux qu'on apprécie et ceux qui sont disponibles à l'instant T à tel endroit. Donc, on saura vous orienter vers. Mais sur le principe, ça va être ou un centre de formation ou un formateur, ou directement passant par nous. Ok. Alors, petite question suivante de Bénédicte. L'attestation de formation tronc commun à Bilec est-elle reconnue chez tous les organismes de formation pour pouvoir faire uniquement la partie pratique? Alors, tous, ça serait impossible de vous dire oui. On ne peut pas se mettre à la place de tout le monde. On est major dans le domaine, donc on a énormément de centres de formation qui nous font confiance, qui utilisent cette technologie depuis des années, dont de très grands centres de formation. On a vu Fabrice avec son centre de formation, mais il y en a d'autres. Donc, on peut dire que les organismes nous font confiance sur cette partie-là. Et alors, c'est pas que le tronc commun. Le tronc commun, il y a aussi les spécificités du titre qui va juste après. Enfin, toute la partie théorique, on a beaucoup de centres de formation qui passent par nous pour le faire. Ça permet de mutualiser aussi leur temps de formateur, puisque un formateur ne peut pas se diviser. Et pendant qu'il y a une équipe qui fait la partie formation théorique, et le formateur peut faire de la pratique derrière s'il le souhaite. Donc ça permet de mutualiser aussi son temps de formation. Voilà pour Ok. Bénédicte. Alors, Mélanie, pouvons-nous avoir une idée du prix?
Alors, Mélanie, je vous dirais oui, mais c'est relativement complexe dans le sens où en e-learning, en général, c'est à la quantité. Donc, il y a un prix forcément dégressif en fonction du nombre de personnes qu'il va y avoir. Donc, vous donner un prix, en tout cas de mon côté, pour la partie théorique, c'est assez difficile parce que l'écart peut être assez grand. Et pour la partie pratique, ça va dépendre aussi des habilitations de l'apprenant, puisqu'il ne verra pas les mêmes choses. Donc, Et après, vous aurez je des laisse questions. se mettre en Ouais. relation avec nos commerciaux, ça sera le plus simple pour vous dire exactement le prix par rapport à votre besoin. Alors, Céline, est-ce que vos modules Abilec peuvent être chargés et intégrés sur le LMS de vos clients? Alors, c'est une bonne question, Céline. Alors, la réponse est oui, qu'importe la LMS, puisque maintenant elles sont suffisamment matures technologiquement pour accueillir Abilec. Après, il y a plein de normes différentes en termes de connexion, mais ça marche déjà pour une partie d'EDF en l'occurrence, ça marche sur des grands groupes, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et on a une équipe de développement, parce qu'on fait tout chez nous, qui sont en accompagnement pour l'installation sur la LMS. Donc il n'y a strictement aucun problème de mettre Abilex sur notre propre LMS. Bonne nouvelle. Alors, Pierre, qu'en est-il des personnes exposées aux risques électriques qui ne sont pas salariées, qui peuvent intervenir en présence de tensions? Je pense que des sous-traitants. Alors, j'essaye de lire dans votre question, Pierre. Alors, Peut-être des les sous-traitants, habilitations, peut-être les soyons clairs. sous-traitants ou. Alors, ça peut être les sous-traitants. Avant de partir les sous-traitants, l'habilitation est faite pour le monde professionnel. C'est-à-dire que nous, en personnel, genre François et moi, on va mettre les mains dans notre installation électrique à la maison, on n'a pas été habilité. C'est du domaine privé, et donc malheureusement, il n'y a rien qui nous protège, si ce n'est le fait qu'il faut être intelligent et pas toucher à ce qu'on ne connaît pas. Par contre, dans le monde professionnel, c'est là où rentre la partie habilitation. Donc, ce que vous disiez, François, je pense que c'est peut-être un début de la réponse. Les sous-traitants. Quel est le cas des sous-traitants? Typiquement, le sous-traitant, il doit être habilité par son employeur. Donc, c'est son employeur qui va habiliter son salarié en fonction de ses interventions. Et l'habilitation sera à montrer à, enfin, la société qui va avoir ce sous-traitant chez elle, puisqu'elle va vouloir vérifier que le personnel qu'elle embauche pour cette tâche-là ait les compétences pour le faire sans aucun risque. Ok. Alors, David, pouvons-nous avoir accès juste au questionnaire de niveau sur Abilec? Par exemple, puis-je avoir libre accès au questionnaire pour les B1, B2 ou BR, voire les questionnaires non électriciens? Alors, David, oui, et je dirais même plus loin, rapprochez-vous de nous, parce que ça sera plus simple, hein. N'importe lequel de nos commerciaux connaît très, très, très bien Abilec, et il pourra non seulement vous donner un accès comme si vous étiez un apprenant, comme ça vous pouvez vous mettre à la place de l'apprenant pour les questionnaires, que ce soit du B1, du B2, du B0, ce que vous voulez. Il faudra demander. Mais même pour le cours, on peut vous donner accès au cours pour que vous puissiez voir l'intérêt du cours, du recyclage, du type de recyclage. On vous donne un accès sur notre LMS comme si vous étiez un apprenant, comme ça vous pouvez juger avant d'acheter. C'est ce qu'on préfère. Enfin, en général, on préfère tous. Ok. Alors, Arnaud, euh, euh, oui, alors là, Alors, je ne sais pas. Ouais, je pense là, que là, ça la va question avec est une complexe. suite de Oui, il y a discussions eu une du chat. suite de quelque chose. Voilà, donc là, on va passer peut-être à la question suivante, Question Kevin. suivante, Si ouais. tu as, alors, est-ce qu'un établissement universitaire peut rendre habilitable un étudiant qui aurait suivi la partie théorique et pratique? En gros, est-ce qu'on peut délivrer une attestation pour que l'entreprise qui reçoit nos étudiants les habilite directement sans repasser par une formation APAV? Du type APA, oui. Donc, De Arnaud, c'est une type très bonne APAV, question. voilà. Hmm. Enfin, ou autre, il y a beaucoup de centres Oui. de formation qui le font. Hmm. Euh, Arnaud, c'est une très bonne question et on a même souvent à 2J Process des étudiants qui ont fini leurs études, qui nous appellent et qui nous demandent de récupérer leurs habilitations électriques. Alors, vous avez peut-être déjà eu la réponse parce que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est la société dans laquelle appartient le futur habilité qui doit l'habiliter. Donc, si une personne change de société, ce qui est le cas entre l'éducation nationale et sa société, il change, hein, il intègre une nouvelle société.
il va falloir qu'il soit reformé par celle-ci. Alors, via des organismes, parce que c'est rarement la société dans laquelle il va aller qui va le former, mais à chaque fois qu'on change de société, même plus tard, hein, demain peut-être qu'il va être, je ne sais pas, chez Total, après il sera chez Airbus, et ben, quand il va changer de société, il faudra qu'il soit à nouveau formé en initial, quoi qu'il arrive. La réglementation est ainsi. Donc, ce qui fait dans la partie éducation, reste pour la partie éducation. Ça le permet de le former, et puis même quand il est à l'école, il va être en face du danger électrique, puisque en général, c'est des étudiants sur la partie électrique. Oui, et puis avec ce que vous avez présenté tout à l'heure, l'avantage, c'est que s'il a fait cette habilitation, il aura pratiquement un niveau un peu comme le recyclage. Enfin, il pourra aller vite. Enfin, il pourra aller plus vite, certainement, aussi dans son habilitation. Il connaîtra déjà tout ça, oui. OK. Alors, allez, on va pouvoir prendre encore une ou deux questions. Avez-vous refait les livrets à donner à nos apprenants à suivre afin de suivre Abilec? Bah oui, parce que je pense que la question a été posée tout à l'heure. Donc, voilà, on est bien. La Euh, réponse est oui, Vincent. Voilà. Alors, Wilfried, faut-il réinscrire les stagiaires quand on passe de Abilec 7 à Abilec 8? Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais même ramener ça sur la partie réglementaire. La partie réglementaire va imposer, pour la 2 en l'occurrence, parce que je pense que c'est un petit peu ça aussi qu'il y a, que ceux qui sont déjà formés, qui ont passé la formation initiale, ne passent sur la réglementation A2 que quand ils ont fait le recyclage au bout de 3 ans. Donc, on a un petit peu de temps. On n'est pas obligé de repasser les gens immédiatement derrière leur formation initiale et leur refaire une formation initiale sur Abilec 8. Par contre, pour ceux qui sont déjà en cours, ou votre session de formation, s'il est déjà en cours, vous pouvez les passer alors, s'il a déjà commencé, vous ne pouvez pas le passer à Bilec 7, à 8, mais s'il n'a pas commencé, vous pouvez le passer directement à Bilec 8. Comme ça, il part directement avec les notions de l'amendement A2 connues. Mais légalement, l'application est, entre parenthèses, au bout de 3 ans après l'initial. Donc, si la personne a fait l'initiale il y a 2 ans, il faudra qu'il fasse son recyclage avec la 2 et la BIAC 8 dans 1 an. S'il l'a fait en début d'année 2023 avant que la 2 sorte, il va le faire en 2026, il pourra le passer sur la BIAC 8. Voilà, Wilfried. Alors, peut-être une dernière, allez, une petite dernière. Yoni, est-il possible qu'un centre de formation accepte de ne délivrer que la partie pratique? N'est-ce pas plus onéreux et complexe de passer par deux organismes différents? Alors, c'est aussi une très bonne question, Yoni. En général, l'organisme de formation, s'il gère s'il traite ce genre de formation innovante, il aura déjà Abilec. Donc pour vous, c'est transparent. Il vous aura donné un prix, ça s'arrêtera à ce niveau-là. De votre côté, vous ne saurez peut-être même pas que votre personnel est formé sur Abilec. Si vous passez par nous, on vous donnera directement la formation avec Abilec au début pour la théorie et un centre agréé qu'on a dans nos connaissances qui s'occupera. Mais là aussi, vous aurez qu'un prix. Donc, il n'y aura pas de prix supplémentaire de passer de l'un à l'autre. Ça sera un ensemble, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si vous passez avec Fabrice, c'est pareil. Fabrice, il utilise Abilec. Donc, la prestation sera que de son côté. Évidemment, nous, on aura une partie de sa prestation qui viendra chez nous en termes de budget, ce qui paraît logique, mais ça ne sera pas plus cher. Souvent même, ça permet de mutualiser les prix. Voilà pour Yoni. Alors, je pense que maintenant, on arrive quand même au bout du bout. Je suis désolé parce que j'ai vu qu'il y avait encore des questions, mais malheureusement, alors encore une fois, vous avez le bandeau, la jaune qui est en haut. Profitez-en, un petit clic. Et puis, n'hésitez pas à demander un complément d'info. De toute manière, vos questions seront remontées de toute manière à Jean-François. Et de toute manière, il pourra revenir vers vous par un petit email pour compléter directement vous apporter des réponses plus circonstanciées. Voilà. Donc, il me reste quand même, Jean-François, à vous remercier parce que, voilà, moi, je trouve que cette question de formation était au cœur quand même je dirais, de la prévention des risques. Et je dirais, les bons outils sont quand même nécessaires. Alors, quelquefois, on peut nous reprocher de faire un peu de publicité pour des produits ou des services. Je pense que c'est absolument nécessaire parce que de toute manière, sans produit et sans service,
et ben malheureusement, on n'irait pas au bout non plus de la prévention des risques. Donc voilà, on a toujours plaisir à accueillir aussi des professionnels qui ont des solutions performantes, surtout après plus de 30 ans. Je pense qu'il y a quand même des On a un professionnels petit qui peu savent d'expérience. de quoi ils parlent. Voilà. Un petit- Alors, donc, un grand merci Jean-François, un Je grand vous remercie merci à bien. tous. N'oubliez pas que on n'est pas simplement sur LinkedIn ou sur YouTube, mais on est également sur inforisque.fr, ce qui est quand même le cœur de notre diffusion de contenu. Et vous retrouverez, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité, vous aurez le replay qui sera diffusé sur notre espace webinaire, donc sur inforisque.fr. Il me reste à vous souhaiter à tous un bon appétit, une belle journée et à très vite. N'oubliez pas que dans le programme des webinaires, là, il y a encore les prochains aussi sont vraiment passionnants. Voilà. Merci à tous. À très vite. Au revoir. Au revoir.